Saint-Louis, ancienne capitale coloniale de l'Afrique de l'Ouest, se trouve au cœur de l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Ces pêcheurs sont les témoins d'un désastre écologique. Depuis quelques années maintenant, les poissons se font de plus en plus rares. J'ai commencé la pêche il y a bien longtemps, il y a plus de 30 ans. Je m'appelle Yag. Aujourd'hui est un jour encore plus mauvais que les autres. Les filets sont vides. Quand on va au large, on voit les bateaux étrangers. C'est à cause d'eux qu'on n'a plus de poissons. Avant, nous étions prospères. Mais depuis l'arrivée des bateaux industriels, les poissons disparaissent. Et ces bateaux sont très nombreux ici. Les poissons se faisant plus rares, les chalutiers étrangers n'hésitent plus à empiéter progressivement et illégalement dans les eaux poissonneuses de l'Afrique de l'Ouest, notamment au large du Sénégal. Obligeant ces hommes à pêcher de plus en plus loin. On fait la course avec ces bateaux industriels. Quand ils nous aperçoivent, ils viennent vers nous pour nous voler la pêche. Du coup, on se retrouve avec des filets abîmés. En plus, la plupart des pirogues entrent en collision avec ces bateaux. Au final, tout ce que l'on récolte, ce sont des morceaux de pirogues détruites. Tire, vas-y, tire bien le filet. Retiens-le bien. Cette mer est une route nationale où se côtoient les pirogues et les cargos. Depuis quelques années, les collisions sont de plus en plus fréquentes. Je m'appelle Doudou Sène. J'habite dans le quartier de pêcheurs de Saint-Louis. Avec mon fils, Youssoufa, on a décidé d'aller en mer pour la pêche parce qu'on était resté longtemps à terre. J'ai préparé mes appâts et j'ai dit à ma femme, on part. On s'est mis en route. Au petit matin, mon fils m'a dit « Regarde papa, il y a un bateau qui nous suit ». Quand je me suis retourné pour regarder, c'était un immense bateau. Au moment de s'écarter pour lui laisser le passage, on est rentré en collision. Puis, je suis tombé dans l'eau et mon bras est resté coincé entre le bateau et la pirogue. Je suis resté pendant longtemps sous l'eau. Je pensais à l'hélice du bateau qui allait me broyer. Quand j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai vu que c'était un bateau étranger. On n'a pas pu l'arrêter parce qu'il a pris la fuite. Mon fils est mort sur le coup. Et moi, j'ai perdu mon bras. J'en suis sorti vivant, mais ce qui s'est passé ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Doudou Sène et son fils Youssoufa sont les victimes collatérales d'une redoutable guerre entre les pêcheurs locaux et les chalutiers étrangers. Sans la pêche, Doudou Sène ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Ces navires industriels tentent de se faire discrets. Envoyés depuis la Russie, l'Asie ou l'Europe, ces bateaux raclent les côtes du Sénégal, parfois en utilisant des moyens légaux. Karim Sall, ancien pêcheur, n'a jamais quitté la mer. Il tient à nous montrer l'un de ses chalutiers. Celui-ci, par exemple, est détenu en partie par des Espagnols qui opèrent sous pavillon sénégalais, les protégeant ainsi de contrôles en mer.
c'est des prêtres, non. Ce pas des bateaux sénégalais. Il y a des matelots sénégalais, mais quand tu vas monter sur le bateau, tu vas voir que c'est des étrangers. Le bateau est étranger, le capitaine est des étrangers, et le débarquement va en Europe. Et eux, ils mettent des lames qui détruisent d'abord les habitats de ces poissons. Ils n'ont pas des filets sélectifs. C'est des filets qu'on appelle des filets chaussettes qui ravagent tout. Ils ciblent des espèces, mais ils pêchent tout. Donc les 80% de leur pêche, ils les rejettent en mer. Ils sont en train de transformer les eaux sénégalais en désert liquide. Tous les jours, ces deux mondes se font face. D'un côté, les pêcheurs artisanaux, de l'autre, les bateaux industriels. Ces 40 dernières années, la pêche s'est largement intensifiée. Le Sénégal est le deuxième pays producteur de l'or bleu en Afrique de l'Ouest. Cette activité florissante était jusqu'alors un refuge pour bon nombre de Sénégalais. Mais ce temps-là est révolu. Ce désastre économique s'accompagne d'un désastre écologique. Karim Sall en est conscient. Avec d'autres pêcheurs, tous bénévoles, il a décidé de créer une AMP, une aire marine protégée, pour préserver les ressources naturelles. On a créé une aire marine protégée ici parce qu'on a remarqué qu'ici c'est une zone qui est très importante par rapport à la reproduction. Donc on a préféré vraiment le protéger dans cette zone. Et c'est les populations eux-mêmes qu'on a trouvé des règles de gestion. Le pays est stable parce que les gens ont de quoi manger. Donc notre rôle, ce n'est pas seulement d'aller pêcher, mais de conserver aussi pour la génération future. En plus de la surpêche, la filière traditionnelle du poisson est menacée par un autre phénomène, l'expansion de la farine de poisson. À Joal, le principal quai de pêche artisanal du Sénégal, les habitants vivent grâce aux poissons débarqués directement sur les plages. Mais des usines de transformation très discrètes remplacent peu à peu les commerçants. Ça, c'est le sardinelle plat. Maintenant, depuis que les usines se sont installées, on n'arrive plus à avoir la quantité voulue par rapport aux régions. Et il y a une forte pression sur les ressources à travers la demande de ces usines. La sardinelle est le poisson le plus consommé au Sénégal, la ressource principale des habitants de Joal. Pour produire 1 kg de farine, les usines de transformation ont besoin de 5 kg de poisson. Et elles n'hésitent pas à payer le prix fort, privant celles que l'on appelle les femmes transformatrices de leurs ressources principales. Ce n'est plus comme avant. Il y a moins de poissons. Là, ce qu'on fait devient exceptionnel. On n'a absolument rien. On n'a que ça comme travail. Et si on ne travaille pas, on n'a rien à manger. S'il n'y a plus de poissons, c'est inquiétant, car on en est très dépendant. Avec des stocks insuffisants, elles perdront bientôt leur travail. Au Sénégal, 600 000 emplois dépendent officiellement de la pêche, soit 17% de la population active. Comme Karim Sall, d'autres pêcheurs refusent de rester inactifs. Venus de toute la côte du pays et épaulés par l'ONG Greenpeace, ils se forment à la reconnaissance des bateaux industriels. L'objectif est de les signaler aux autorités maritimes sénégalaises. 26, 27, 28. Nous sommes 28. Les bateaux de pêche industrielle, il n'y a pas besoin de les aborder, on ne les aborde pas. On va jusqu'à les voir, on essaye de mettre une lumière dessus, on prend la photo et on prend le relevé GPS. Voilà. Cette nuit, c'est Mamadou Sarr, pêcheur, qui va prendre la direction des opérations. Bon, on va s'aligner et puis on va y aller en file indienne pour rester groupés et par mesure de sécurité. Pourquoi? C'est la nuit. Alors on ne doit pas se séparer pour faire l'opération. Un chalutier étranger est repéré en flagrant délit de pêche à l'intérieur d'une zone exclusivement réservée aux pêcheurs artisanaux. C'est un bateau de pêche. Vous avez vu derrière, le filet est à l'eau. Alors au lieu de rester dans la zone où vraiment c'est au-delà des 6 000, mais ils descendent la nuit, vous voyez ce qu'ils font. L'équipe doit minutieusement s'approcher au plus près pour finaliser l'opération.
Il n'y a pas assez de surveillance. À chaque fois, on nous dit qu'il y a un manque de moyens. Donc, ils en profitent pour faire ces infractions-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on va s'impliquer davantage. Nous savons que si on ne fait rien, d'ici peu, le Sénégal n'aura plus de poissons. On est obligé d'aller en Mauritanie ou en Guinée ou autre part pour chercher du poisson, pour nourrir nos populations. Il y a urgence, bien sûr, il y a urgence. Tout le monde doit se lever. Et là, nous allons le faire savoir à tout le monde pour que cela cesse. Ces pêcheurs en colère se sentent impuissants et délaissés par les autorités. Pour l'instant, ce chalutier peut continuer à pêcher illégalement sans être inquiété. Le gouvernement sénégalais reconnaît qu'il y a urgence à agir. La pêche, qui est le premier secteur exportateur du pays, est menacée. La tension monte dans la région, notamment avec le pays voisin, la Mauritanie, qui a récemment durci sa politique maritime. Avant, il y avait une abondance. Il n'y avait pas cette frontière entre le Sénégal et la Mauritanie dans la pêche. Il y avait moins d'importance qui a été accordée peut-être aux ressources halieutiques par la Mauritanie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens qui avaient l'habitude d'aller en Mauritanie sans qu'il y ait des contraintes, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que là-bas, il y a des gardes-côtes et les gardes-côtes ont tendance à tirer ses œufs. À mesure que les bancs de poissons se tarissent dans les eaux sénégalaises, les pêcheurs n'hésitent plus à s'aventurer illégalement dans les eaux mauritaniennes, au péril de leur vie. En janvier 2018, cette mère de famille a perdu son fils, Fallou Diakhaté, 19 ans, tué par les gardes-côtes mauritaniens. J'ai déménagé ici parce que je ne pouvais plus voir la chambre vide de mon fils Fallou. Il m'a entendu dire que je n'arrivais plus à joindre les deux bouts. Il m'a dit « Maman, laisse-moi partir en mer avec la pirogue de mon ami. Comme ça, je pourrai participer aux dépenses de la maison. » Il n'y a de Dieu que Dieu. C'était un vendredi soir. Ce sont les derniers mots qu'on a échangés. C'est à l'État d'agir, parce que s'il ne fait rien, il y aura d'autres morts. Des pêcheurs tués, des stocks de poissons surexploités. La situation n'est plus tenable au Sénégal, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest. Certains pays voisins ont décidé d'envoyer un message fort aux chalutiers étrangers qui pêchent illégalement dans leurs eaux. Pour mieux défendre ses ressources et protéger ses pêcheurs, le Libéria accepte de coopérer avec des organisations de défense de l'environnement. Depuis janvier 2017, le Libéria organise des patrouilles conjointes avec l'ONG Sea Shepherd à bord de son bateau, le Sam Simon. Nom de code, Opération Sola Stella. Aujourd'hui, l'ONG a organisé un exercice d'arraisonnement. Le capitaine du Sam Simon, Alistair Allan, joue le mauvais rôle. Il est pris en flagrant délit de pêche illégale. C'est quel genre de bateau de pêche? On pêche le thon. Vous pêchez le thon. Oui, c'est ça. Que dois-je faire? Aller ici? Je vais procéder à une fouille. Ne résistez pas. Ok. C'est important de faire ces exercices et des formations. Pour qu'au moment où une opportunité se présente, tout le monde soit prêt et connaisse parfaitement son rôle. En particulier pour nous coordonner avec les gardes-côtes lorsqu'il faudra aborder un bateau. Ce matin, le Sam Simon reçoit la visite exceptionnelle du chef d'état-major adjoint aux opérations, la générale George. Nous sommes heureux de vous avoir ici et nous sommes ravis d'être en opération au Libéria avec vos gardes-côtes. Merci pour cette opportunité.
Merci de votre soutien. Et c'est surtout la première fois que je viens sur ce bateau. C'est vrai? Je suis très heureuse d'être là. Super. Pêcher sans licence constitue la plus grave infraction aux lois des autorités maritimes libériennes. Un nouveau dispositif juridique est en place depuis 2 ans, mais nécessite encore quelques précisions. Lorsque vous attrapez un bateau en flagrant délit de pêche illégale, qu'est-ce que vous faites? Si on l'attrape en train de pêcher illégalement, on le raccompagne au port de Monrovia. Et ensuite, c'est aux autorités de décider du sort de ces pêcheurs. Comment savoir si les amendes sont trop basses ou trop élevées? Les amendes, ce n'est pas de mon ressort. Nous voulons d'abord que le Liberia prenne ce sujet très au sérieux. Donc, ce n'est pas vraiment mon rôle de dire si les amendes sont trop élevées ou trop basses. Le plus important, c'est de mener ces bateaux à vous pour que justice soit faite. Je pense que ces bateaux savaient que nous n'avions pas les moyens de contrôler nos eaux, donc ils en ont profité pour venir et pêcher illégalement. Il était urgent de réagir, sinon nos pêcheurs auraient fait faillite. L'économie maritime du pays aurait été gravement touchée. En venant en personne sur le bateau, la générale George veut montrer que le Liberia prend très au sérieux la défense de ses pêcheurs et de ses ressources halieutiques. À peine la visite terminée, un chalutier suspect est repéré par l'équipage. C'est ce bateau? Le petit point là-bas? La situation, c'est que nous avons un bateau qui a coupé son transpondeur. On va mettre les bateaux rapides à l'eau et on va aller voir. Pour le moment, on n'a pas décidé si on allait l'arraisonner ou pas. On va vérifier et voir ce qu'on trouve. Nous avons un bateau suspect. Nous allons voir qui ils sont et ce qu'ils font. S'ils pêchent ou pas, ok? On va sur place et personne ne tire sans mon ordre. Le chalutier est vite rattrapé par les gardes-côtes. En quelques minutes, il est encerclé. Tout l'équipement de pêche est replié. Je répète, tout l'équipement de pêche est replié. Ce que nous avons là, c'est typiquement un chalutier. Il s'appelle le Mengchen 23. On avait déjà abordé le bateau Sista de la même compagnie. Actuellement, je suis en contact avec la base pour décider de ce que l'on va faire. Pour moi, il semble qu'ils ne font que transiter dans les eaux du Liberia, ce que le droit maritime autorise. Tous leurs équipements de pêche sont sécurisés, ce qui confirme qu'ils ne font que passer. Mais on attend quand même pour voir. Difficile de savoir si le chalutier chinois est là pour pêcher. Dans le doute, le capitaine Alistair décide de le laisser partir. Peux-tu prévenir l'équipage que nous retournons au bateau? J'ai l'impression qu'ils ne font que passer. Ils se dirigent vers Abidjan. De jour, il est de plus en plus difficile pour les chalutiers de se faire discrets. Ils attendent alors la nuit pour pêcher à l'abri des regards. Le capitaine Alistair le sait très bien. L'équipage du Sam Simon reste en vigilance 24 heures sur 24, les yeux rivés sur les écrans de contrôle. Il est plus probable qu'un de ces bateaux de pêche traverse la zone de nuit à 3 ou 4 heures du matin.
En général, ils coupent leurs transpondeurs. Ce sont des bateaux fantômes. Et comment vous les repérez? Si le bateau a coupé son transpondeur, nous utilisons notre radar pour scanner la zone et pour repérer ces bateaux que nous suspectons de pêcher illégalement. Lorsque les chalutiers sont pris en flagrant délit de pêche illégale, l'abordage prend une toute autre tournure. 7 novembre 2018. Il est 4 heures du matin. Le Bonheur, chalutier chinois de 32 mètres, a franchi illégalement la frontière depuis la Côte d'Ivoire. Il est surpris en train de pêcher dans les zones réservées aux locaux. Et pourquoi vous cachez le nom du bateau? Nous sommes les gardes-côtes du Libéria. Nous sommes là pour protéger nos eaux territoriales. Vous êtes en flagrant délit de pêche illégale et vous n'avez pas de licence. Vous devez respecter nos lois. Vous devez coopérer avec moi. Vous comprenez ce que je vous dis? Après avoir confisqué les passeports des membres de l'équipage, le bateau chinois est escorté par Sea Shepherd et les gardes-côtes jusqu'au port de Monrovia, la capitale du Libéria. Sa cargaison de poissons est confisquée par les autorités libériennes. En attendant la décision de justice, le bateau est bloqué à quai. Depuis février 2017, l'opération Solastella a permis l'arrestation de 15 bateaux pour pêche illégale. À Robertsport, une petite ville libérienne située à la frontière avec le Sierra Leone, le poisson revient aujourd'hui s'établir dans des zones qui avaient été décimées par la surpêche. Abraham, 32 ans, en est témoin, lui qui pêche depuis une vingtaine d'années. Avant que Sea Shepherd n'intervienne, la situation était dramatique. Nous avions beaucoup de problèmes, comme ces bateaux illégaux qui venaient pêcher dans nos eaux. Ils détruisaient nos filets, ils détruisaient notre matériel, ils nous causaient beaucoup de soucis. Aujourd'hui, la situation s'améliore. Nous sommes moins touchés par la pêche illégale. Elle existe encore, mais il y a beaucoup moins de cas. Grâce à Sea Shepherd et à l'armée libérienne. Une petite lueur d'espoir, bien que le fond du problème demeure. La pêche intensive à longue distance a encore de beaux jours devant elle, aussi longtemps qu'elle satisfera la demande du consommateur. En Europe et en Asie, la consommation de poissons par habitant n'a cessé de croître, alors qu'elle recule fortement en Afrique. Ce transfert de protéines des pays pauvres vers les pays riches menace la sécurité alimentaire du continent africain.